Bien. Bien, écoutez, vous êtes ici parmi nous et je vous en remercie. Je vous prie de bien vouloir excuser notre présidente, Marie-Pierre Rixin, qui a malheureusement un impératif aujourd'hui, et c'est vrai qu'elle se faisait vraiment une joie d'être parmi nous, donc elle en aura un compte-rendu détaillé. La semaine dernière, la délégation m'a fait l'honneur de me désigner comme rapporteur sur ce projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Je crois qu'avec ce texte, on aborde vraiment une problématique centrale. Aujourd'hui encore, les femmes subissent de trop nombreuses discriminations, inégalités professionnelles. Elles ne sont pas acceptables, ces inégalités-là. Discrimination à l'embauche, ségrégation des métiers, inégalité de salaire, plafond de verre. Tant de problématiques qui sont le quotidien de la vie professionnelle de la plupart des femmes. Deux enjeux sont plus spécifiquement abordés par le projet de loi l'inégalité salariale. Je rappelle que la rémunération nette moyenne des femmes est toujours de plus de 25% inférieure à celle des hommes, et bien sûr, et aussi le harcèlement sexuel. L'article 61 du projet de loi est en effet spécifiquement dédié à l'inégalité, donc l'égalité professionnelle, et vise à passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. En la matière, c'est une avancée. L'article 62 vise quant à lui à renforcer les actions de prévention et de lutte contre le harcèlement et les violences au travail. Il me semble en outre que l'ensemble des dispositions du projet de loi, qu'elles portent sur la formation, sur l'indemnisation du chômage ou sur la situation d'emploi, doivent faire l'objet d'une attention particulière, car la question de l'égalité entre les femmes et les hommes irrigue en réalité l'ensemble de ces problématiques sur lesquelles nous nous apprêtons à légiférer. Notre audition d'aujourd'hui va nous permettre d'avoir le point de vue d'associations particulièrement impliquées dans la promotion et la défense de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mesdames, je vous remercie sincèrement et vivement d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette table ronde, car je sais que cela a dû se faire dans un délai extrêmement court, nous en parlions précédemment, en raison d'un calendrier législatif extrêmement dense. Je me réjouis de connaître votre analyse de la situation actuelle en matière d'égalité professionnelle, mais aussi de savoir et surtout comment vous percevez le projet de loi. Nous accueillons donc pour l'association BPW Madame Agnès Bricard, présidente de BPW France, accompagnée de Madame Nolwenn Germain, vice-présidente. Pour l'association JUMP, Madame Maria Libert, coordonnatrice générale accompagnée de Madame Léa Bouchard. Pour le laboratoire à l'égalité, Madame Olga Trosianski et Madame Lucille Pétavin. Je vous laisse intervenir à tour de rôle avec un propos que je vous demanderai de limiter à 10 minutes. Vous pourrez revenir sur les petits points de détail que vous auriez omis, s'il y en a. L'intervention. Donc, je vous remercie pour ces éclairages et que vous pourrez nous donner tout au long de vos interventions. Merci. Je vais passer la parole à Madame Bricard, si vous permettez. Madame Bricard, vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Alors, BPW France, sachez que c'est une ONG laïque qui est BPW International, qui a été créée en 1919, apolitique, non corporatiste, qui est implantée dans plus de 100 pays, sur 5 continents, qui fédère 30 000 femmes aujourd'hui. Business Professional Women, puisque c'est BPW, veut bien dire des femmes tant salariées que chefs d'entreprise. Depuis plus de 80, oui, un peu plus de 80 ans,
BPW France milite pour que les femmes obtiennent les mêmes salaires que les hommes. C'est notre signature. Et nous faisons en sorte, à chaque fois, dans toutes les associations, quelles qu'elles soient du monde entier, qu'on ait une vice-présidente Young pour donner du sens, justement, à ces jeunes femmes qui sont notre avenir et qui ont du sens aujourd'hui dans leur créativité, dans l'innovation, puisque ce qui distingue aussi BPW, en sus de l'égalité salariale, qui est notre ADN, c'est d'avoir cette jeunesse au niveau de l'innovation sociétale, comme nous l'appelons. Alors bien sûr, elles sont encore plus sensibles aux violences, vous imaginez, parce qu'elles sont aussi ces femmes qui représentent tous les dangers. Donc dans ce que j'appelle la cartographie des risques, elles sont aussi plus vulnérables. Voilà pourquoi nous avons toujours porté un intérêt au niveau international à ces jeunes femmes, qu'elles soient vice-présidentes. Alors on a un statut consultatif, sachez-le, auprès du Conseil économique et social de l'ONU, et une représentation dans les différentes organisations internationales qui dépendent de l'ONU, l'UNESCO, OIT, ILO, etc. On a aussi un statut participatif au niveau de l'Europe, du Conseil de l'Europe, et au niveau d'un statut important, et Noël Germain, qui est à côté de moi, vice-présidente Young, participe au niveau du lobbying européen des femmes à la Clé, l'association Clé bien connue et qui est essentielle aujourd'hui au niveau de l'Europe. Alors cette première partie étant dite, ce qui est important, c'est cette égalité. Donc, souhaitez-vous que nous passions au questionnaire ou souhaitez-vous que j'apporte déjà un premier bilan sur l'égalité salariale, monsieur le député, monsieur le rapporteur? Je crois qu'un premier bilan, si vous pouvez le faire, oui, bien sûr. Alors, un premier bilan, bien sûr qu'on a été très sensible aux 9% déclarés, affirmés par notre président de la République, sachant, comme vous l'avez dit si bien, et nous aussi, on y a été évidemment de façon avec beaucoup de réalisme, on est sur un 25% d'écart, l'INSEE le dit, et ce 25% d'écart, nous on l'a évalué à 24,8, et systématiquement, chaque année, nous organisons un événement qui s'appelle l'Équal PD, dont je vous ai distribué la plaquette. Et nous l'avons organisé cette année le 26 mars, puisque nous comptons le nombre de jours où les femmes ne sont pas rémunérées. Et donc, ça nous a donné la date du 26 mars pour assurer notre manifestation. Mais elle est annuelle depuis, je vous dis, plus de 70 ans d'ailleurs. Et je voudrais dire que quand on parle d'un 24% ou d'un 23,8%, peu importe, il faut tenir compte, évidemment, comme on le fait un peu partout, de ce temps partiel. Et on a tendance, comme je travaille beaucoup avec les directeurs et directrices des ressources humaines, à dire il faut niveler et faire en sorte qu'on ramène en temps plein. Nous, on dit non, on ne peut pas faire ça parce que les femmes subissent le temps partiel. Donc, c'est une discrimination. Donc, on n'a pas à rendre du temps partiel en temps plein sur le motif que l'on subit. Donc ça, c'est un point essentiel pour BPW. Le deuxième point qui explique cet écart pour passer de 24% à 9%, c'est justement les heures supplémentaires. Alors ces heures supplémentaires, on y est d'autant plus sensible que c'est vrai que pour l'augmentation du pouvoir d'achat, il est important de continuer évidemment à se prévaloir de ces heures supplémentaires. Mais pour les femmes, bien souvent, et on le sait, à 80%, elles ne peuvent pas rentrer dans ces heures supplémentaires compte tenu de ce manque d'harmonisation de la vie privée et de la vie professionnelle. Et le troisième point sur lequel on attire l'attention, voilà, c'est tous les compléments de salaire. Donc, quand on parle de ce logiciel, il a du sens ce logiciel parce qu'il faut rendre comparables des éléments objectifs. Et pour rendre comparable, on sait qu'en France, on a 500 conventions collectives pour 1200 secteurs d'activité. Ça, c'est l'ancienne présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables qui vous parle, parce que j'ai quand même un métier qui s'appelle l'expertise comptable, et j'ai été la première femme présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Voilà pourquoi je me permets de citer 1200 secteurs d'activité, 500 conventions collectives. Et donc, du coup, de vous dire que dans le cadre de ce logiciel, bien évidemment, on aura à y rentrer d'abord le statut, cadre, non-cadre, intermédiaire, puisqu'il y a un statut intermédiaire entre cadre et non-cadre. On ira à y rentrer les qualifications, les coefficients. Dans la fonction publique, on parle des indices. Nous, dans la partie privée, on parle des coefficients. Et déjà, on peut faire une première comparaison salaire-coefficient. Donc déjà, ce logiciel aura un intérêt, c'est de faire une première comparaison pour rendre comparables les choses.
Il faudra aller plus loin sur les heures supplémentaires, et c'est pour ça que l'articulation telle que je l'ai lue avec les temps qui s'appellent télétravail est une chose qui me paraît tout à fait favorable pour les femmes, puisque ça permettra en télétravail, bien sûr, que les femmes puissent proposer de faire des heures supplémentaires, puisqu'elles seront chez elles. Et comme pareil, là, il faudra intégrer des données physiques, puisque quand on est en télétravail, il y a des données physiques à prendre en compte, le logiciel me semble tout à fait compatible pour rendre comparable. En ce qui concerne les primes, de même, il faudra que dans ce logiciel, on en tienne compte, quelles qu'elles soient, puisque des primes dans les conventions collectives, je peux vous dire que certaines conventions collectives en présentent 10, il faudra en tenir compte de ces 10 primes. Et puis, ne pas oublier le troisième point, j'ai dit temps partiel, après j'ai dit heures supplémentaires, et le troisième point, ce sont les compléments de salaire. Et les compléments de salaire, ça passe par des voitures de fonction. Souvent, les femmes n'y ont pas accès. Ça passe par des positions qui s'appellent d'avoir un ordinateur, d'avoir un portable, d'avoir un certain nombre de compléments de salaire. Ça peut être un appartement de fonction, on l'a vu pour des cadres supérieurs, etc., expatriés ou autres. Ça, il faudra aussi que le logiciel en tienne compte. Donc, on a bien pris une position qui est de dire oui au logiciel. Qu'est-ce qu'on y met? Il suffit de prendre une convention collective et de prendre les différents éléments qui sont présentés dans la convention collective. Est-ce que pour autant, on aura totalement pris en compte l'ensemble des inégalités? Loin de là, parce qu'il y a des éléments immatériels. Hein, moi, je suis une expert comptable, donc j'ai des éléments que j'appelle fongibles, objectifs, et ça, je viens de vous les exprimer. Et les conventions collectives vont beaucoup nous aider, c'est évident. Mais il y aura un certain nombre d'éléments qui ne seront pas vus à travers la position qu'on vient de voir. Et c'est ce qui a été exprimé par diverses personnalités qualifiées et autres syndicats, c'est le fait d'avoir des métiers qui ne sont pas totalement féminisés. Donc ça, il faut bien en tenir compte. C'est de l'immatériel, ça c'est clair, on ne pourra pas le mettre dans le logiciel. C'est d'être aussi dans le cadre des positions, des métiers qui sont trop féminisés, et il faudra évidemment faire en sorte qu'il y ait une formation, je pense aux infirmières, mais c'est l'exemple le plus illustratif, mais il y en a d'autres, où c'est trop féminisé, et il faut, alors que ça manque, il manque des infirmiers et des infirmières, il faut faire des formations justement qui correspondent à, et de même, il faudra leur donner les mêmes droits, puisqu'il faut avoir le respect, bien sûr, de l'égalité salariale au niveau des femmes, mais il faut, quand on va féminiser, masculiniser, enfin on va le dire comme ça, rendre justement, faire en sorte que ces métiers qui sont trop féminisés mettent des hommes, il faudra donner les mêmes droits aux hommes dans ce qu'on appelle évidemment ces positions d'égalité salariale. En ce qui concerne la formation, je trouve que c'est une très belle position qui a été prise de considérer qu'on peut abonder de la même façon quand on est en temps partiel, dès lors qu'on est évidemment à 50%, d'abonder de la même façon, temps partiel 50% et plus, avec des temps pleins. Je trouve que c'est une très belle avancée et que ça donne du sens à la sécurisation des parcours professionnels. Je voudrais vraiment là vous dire que c'est une très grande pour nous position qui a été prise. Tout n'a pas été résolu, on verra tout à l'heure au niveau d'un certain nombre de questionnements. Par exemple, au niveau en dehors de la formation, prenons l'assurance chômage. Si on regarde sur l'assurance chômage, il faudra nécessairement tenir compte au niveau des annuités des arrêts maternité. Ça, pour l'instant, c'est pas pris en compte. En ce qui concerne tout ce qui est apprentissage, c'est vrai qu'aujourd'hui, redonner de la couleur à l'apprentissage est une position forte qu'on doit avoir, aussi bien homme-femme avec la mixité. Donc ça, il faut aussi que là-dessus, on continue à œuvrer. Donc voilà pour ces points d'égalité salariale et ces points de formation. En ce qui concerne les violences, j'aurais plutôt tendance, monsieur le rapporteur, à donner la parole à la vice-présidente Young, si j'ai encore un peu de temps à lui laisser pour parler de ces violences. Vous avez 5 minutes. Je vous remercie. Pardon. En ce qui concerne les violences, il est vrai, étant travaillant dans un secteur plutôt masculin, va-t-on dire, parce que je travaille dans le monde de la technologie, il s'avère que les femmes, en effet, subissent encore beaucoup de sexisme à notre égard. Du sexisme parfois dit bienveillant, et des petites remarques comme « Ah, tu as mis une belle jupe aujourd'hui ». Il s'avère que ces petites remarques, néanmoins, pénètrent au sein de chaque femme. Je connais même certaines femmes qui ne mettent plus de robe au travail pour éviter justement
ce genre de remarques. Donc le sexisme existe bien évidemment aujourd'hui. On reste encore, malgré tout, en 2018, un objet sexuel, parfois. Je passerai bien évidemment le message sur quand vous êtes en réunion et que vous êtes 10% de femmes et que certains hommes se permettent de venir toquer à votre porte. Ça existe encore. Sexisme aussi dans le monde de la tech et aussi des jeunes femmes en start-up technique. La French Tech le remarque justement. Nous avons beaucoup de pépites au sein de la French Tech, peu avec des femmes. Et ça, c'est vraiment un axe majeur à travailler pour nous, la mixité de notre travail, en particulier le monde technologique, industriel. Le pourcentage de femmes dans la cybersécurité est de 11% aujourd'hui. On le sait tous, le futur est certes technologique, de plus en plus dans le numérique, néanmoins peu de femmes travaillent dans ce secteur-là. Ce qu'on observe au sein de BPW, c'est que la mixité des métiers est majeure et nécessaire pour demain. La technologie va impacter en priorité les femmes, la digitalisation aussi. Les dernières études de mémoire, on supprimera un poste pour 5 pour les femmes, alors que c'est un poste pour 3 pour les hommes, du fait de la numérisation. On parle de Smart Factory, Industrie 4.0, Smart City. C'est un monde qui est très passionnant, mais peu valorisé auprès des femmes, car on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est aussi une discrimination vis-à-vis des hommes dans le métier dit féminisé. Peu de mailloticiens, par exemple, peu d'hommes secrétaires. Cela, une des raisons majeures, c'est le manque de diversité au sein de nos manuels scolaires. Justement, quand vous prenez la représentation dans les manuels scolaires, très peu d'hommes sont des hommes au foyer, très peu d'hommes sont secrétaires. Donc le sexisme commence dès la naissance, je dirais, mais surtout au sein de nos écoles. Donc on a quand même un gros travail à faire pour la mixité auprès des élèves. Mais aussi auprès de nos professeurs, il va falloir un jour, j'espère, former de manière plus conséquente nos professeurs à tout ce qui est stéréotype de genre et comment éviter des petites remarques ou des idées préconçues sur ce qu'une femme peut faire ou pas dans le futur. Pour la petite anecdote, j'ai souvenir d'une amie qui était en terminale S, qui un jour disait qu'elle rêverait de travailler pour la NASA, et le professeur s'est moqué d'elle. C'est quand même triste, au sein même de notre propre éducation nationale, on bride les femmes sur leurs rêves et leurs ambitions. Pour revenir aux violences, la violence est majeure, elle est partout. Je vous ai parlé, bien évidemment, du sexisme bienveillant, comme on peut dire, qu'on peut subir, mais il est aussi dans la rue. Voir des affiches de femmes dénudées en sous-vêtements, excusez-moi, je ne vois pas la même chose pour les hommes. Je ne suis pas obligée de supporter tous les jours des affiches de femmes dénudées dans la rue. C'est de la pollution visuelle. J'ai vécu à l'étranger, dans ce pays-là, ça s'appelle le Royaume-Uni, il n'y avait aucune affiche de femmes, justement, sexiste. Quand je suis revenue en France, ça m'a choquée. Et en fait, je l'avais tellement intégré aujourd'hui en France que je ne me rendais même plus compte. Et en fait, je peux vous dire qu'aujourd'hui, oui, ça me dérange. Et je pense que beaucoup de femmes, on s'en rend même plus compte car on a intégré de voir ces affiches. On a intégré d'être numéro 6, regardez ce que je vais être. Voilà. Un peu triste quand même de nos jours, en 2018, de se rendre compte qu'une femme reste encore un objet. Et un objet sexuel, plutôt. Donc oui, la violence, elle est partout, majeure. Et elle est aussi dans le monde LGBT. Parce qu'on oublie aussi parfois de parler justement du droit des femmes dans le monde LGBT qui, elles, subissent une double discrimination. Au sein de BPW, comme l'a dit Agnès, nous sommes apolitiques et on défend toutes les femmes. Pas que les femmes qui sont dans la tech, pas que les femmes qui sont avocates, pas que les femmes qui sont experts comptables, mais bien toutes les femmes et toutes les discriminations qu'elles peuvent subir. Donc on se bat tous les jours pour que justement on soit acceptés tels que nous sommes. Shakespeare disait être. J'espère que demain on sera tous être. Donc on soutient, comme dit Agnès, toutes les œuvres et on œuvre activement au sein, en France, bien évidemment, mais aussi au niveau européen, au niveau international. Nous avons des congrès tous les ans de femmes au niveau européen. Le dernier était au mois d'avril à Vienne. On était 15 nationalités, 50 femmes, à justement défendre qu'est-ce que sera notre Europe de demain. Voilà. Merci. Si vous me permettez. Écoutez, je profite de votre intervention, Madame Germain, pour vous dire que la DDF travaille actuellement sur
Les femmes et la science, avec Madame Femmes et Sciences, et les sciences. Madame Calvez et Monsieur Viry en sont les rapporteurs et ils rendront leur rapport le 31 mai prochain. Donc, nul doute que leurs travaux vont fortement vous intéresser. Tout à fait. Bien, si vous permettez, nous allons pas... Je vais donner la parole à Madame Alibert. Vous avez une dizaine de minutes pour vous présenter, si vous le permettez, puisque vous le ferez mieux que moi encore. Et en quelques secondes, et puis rentrons dans le vif tout de suite. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je suis Marie Alibert, je représente l'association Jump, qui est une association qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, dans le monde professionnel. Nous sommes également une entreprise sociale agréée ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, et nous sommes organisme de formation et membres du Centre Hubertine Auclair que vous connaissez. Jump a été fondé en Belgique en 2002 et existe en France depuis 7 ans maintenant. Et notre mission, c'est d'accompagner les organisations, entreprises mais pas uniquement, pour les aider à développer la mixité à tous les niveaux de leur organisation, à lutter contre les stéréotypes sexistes, à briser le plafond de verre et promouvoir les carrières de femmes. Pour cela, nous avons 2 leviers d'action. Le premier levier, ce sont des formations sur mesure sur les questions liées à l'égalité que nous créons pour nos clients. Et avec ces formations, nous avons vocation à aider les femmes à franchir les barrières qui se mettent en travers de leurs ambitions, encourager les hommes à s'impliquer pour davantage de mixité, aider les RH et les dirigeantes à mettre en œuvre des politiques cohérentes et efficaces en matière d'égalité professionnelle. Et puis, en plus de cette activité de formatrice, nous mettons à disposition du public gratuitement des ressources sur l'égalité professionnelle sur notre site internet, donc articles, études, newsletters, etc., sur différents thèmes liés à l'égalité professionnelle. Merci beaucoup de nous avoir invités à participer à cet échange. Concernant donc le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est une loi qui nous semble apporter des ambitions qui sont à la fois pertinentes, bien sûr, mais éminemment nécessaires. Madame Bricard a rappelé effectivement les inégalités salariales qui persistent encore massivement en France entre les femmes et les hommes. Et on sait que cette égalité salariale, elle est là dans les textes depuis 1972 et qu'elle n'est toujours pas là dans les faits. Et en plus de ce constat de la persistance des inégalités, je voudrais faire aussi le constat de l'impunité des entreprises qui ne se conforment pas à ces obligations. Je pense notamment au fait à l'obligation d'avoir un accord d'entreprise ou un plan d'action en matière d'égalité professionnelle, qui est une obligation qui n'est remplie que par un tiers, je crois, à peu près, des entreprises de plus de 50 salariés. Et quasiment aucune d'entre elles ont été sanctionnées de ce point de vue-là. Le constat qu'on fait, donc, c'est que s'il n'y a pas de sanctions appliquées, rien ne se passe. Et c'est pourquoi nous soutenons vivement l'ambition portée par cette loi. Dans la lutte contre le harcèlement sexuel au travail, c'est la même chose. Les chiffres n'évoluent pas. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, 30 ans, que les chiffres du défenseur des droits sont à peu près stables. Environ 20% des femmes disent avoir été harcelées sexuellement dans leur vie professionnelle. Et elles sont toujours aussi nombreuses d'ailleurs à indiquer n'avoir pas pu en parler à quiconque, à peu près 30%, et 40% qui indiquent qu'une mesure a été prise contre leur agresseur, 40% seulement, donc 60% qui ont ce sentiment d'impunité. Et outre l'injustice révoltante que ça représente, il faut dire aussi et rappeler qu'on ne pourra pas atteindre l'égalité professionnelle et la mixité des métiers et la mixité dans les plus hautes fonctions si les femmes ne se sentent pas en sécurité au travail et qu'il y a une corrélation directe entre l'attractivité des métiers pour les femmes et le sentiment d'être en sécurité, tout simplement, qu'elles peuvent y avoir. Alors, si je rentre un tout petit peu plus dans les détails de ces objectifs que vous avez formulés, les objectifs nous semblent effectivement cruciaux et essentiels. La question qui se pose est souvent celle des moyens pour les atteindre. Alors, si je prends la première des mesures, qui est celle de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat en termes d'égalité salariale, la question essentielle qui se pose pour nous, c'est de l'outil de mesure qui va permettre d'atteindre cette égalité salariale, puisqu'il est essentiel d'avoir un système d'évaluation commun à toutes les entreprises, sans quoi on sait bien qu'il n'y a pas de comparaison possible et que les entreprises se cachent derrière leurs petits doigts en disant que ça n'est pas exactement la même chose que chez leurs voisines ou leurs voisins. Donc, pour nous, il est essentiel que le logiciel qui soit créé, ou en tout cas les chiffres qui soient créés,
ne relève pas pardonnez-moi l'expression, mais de l'usine à gaz. On ne peut pas avoir quelque chose qui va être long, coûteux, difficile à mettre en œuvre pour des résultats peut-être pas immédiats. Et puis, comme je l'ai dit, si on a une trop grande multiplicité des indicateurs et une trop grande complexité du système, nous craignons le manque d'efficacité, notamment en termes de name and shame et de visibilisation de ce que font ou ne font pas les entreprises en la matière. De ce point de vue-là, je voulais évoquer ce qui a été fait chez les Anglais tout récemment. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Désormais, au Royaume-Uni, les entreprises de plus de 250 salariés doivent publier un chiffre et un seul, très simple, qui est le salaire moyen tout compris, bonus compris, etc., puisqu'on sait qu'il n'y a pas que le salaire net, mais il y a toutes sortes d'autres avantages, etc., qui entrent en compte. Donc, tout compris de leurs employés, hommes et femmes. Voilà, c'est tout simple. Ils doivent le publier sur la page de leur site internet. Alors, évidemment, ça manque de complexité d'analyse pour le travail de fond. Néanmoins, en termes de communication, d'efficacité et de pression mise sur les entreprises, il nous semble que c'est un levier qui est peut-être à étudier. Parce que c'est impossible de se défausser, en fait. C'est un chiffre, toutes choses égales par ailleurs, voilà, qui sera parlant. Concernant les sanctions financières, bien sûr, elles nous semblent importantes à mettre en œuvre. Comme je l'ai dit, sans le bâton financier, rien ne se passe. La question qui se pose pour nous, ce sont les moyens donnés à l'inspection du travail pour mettre en œuvre ces sanctions. J'ai vu que Mesdames Pénicaud et Schiappa avaient parlé d'une multiplication par 4 des contrôles, mais je voulais vous poser la question de comment, avec quel budget, etc. Ça me semble essentiel pour ne pas être dans les bonnes intentions, mais dans le concret. Également sur la question de la lutte contre les violences, je crois qu'il y a 4 piliers dans votre démarche: former, informer, accompagner, sanctionner. Pour moi, c'est effectivement la base. Je ne vois pas comment il peut y avoir de plan d'action efficace de lutte contre les violences sans ça. Néanmoins, on sait qu'en matière de lutte contre les violences, le nerf de la guerre, c'est l'argent et les budgets. Alors, sur l'idée d'une référente ou d'un référent formé dans les entreprises de plus de 200 salariés, se posera la question de leur pouvoir. Qu'est-ce que pourront faire ces référents? Est-ce qu'ils auront une sorte de droit d'alerte? Est-ce qu'ils seront des lanceurs d'alerte protégés après par la loi? Est-ce qu'ils pourront saisir l'inspection du travail? Enfin, comment ça va se dérouler? Et puis, pareil, la formation des inspecteurs du travail, de la médecine du travail, des délégués syndicaux, etc. Même question, former comment et avec quel budget? Enfin, puisqu'on parle d'argent, je voulais reparler du numéro national d'écoute sur le harcèlement au travail. J'ai vu qu'il avait été prévu d'en créer un. Je voulais resignaler qu'il en existe un qui a cruellement besoin d'argent, qui est celui de l'AVFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. C'est un numéro qui existe depuis plus de 30 ans, avec des experts remarquables qui accompagnent les femmes en matière de lutte contre les violences au travail, et qui ont besoin de budget qu'elles n'ont pas jusqu'à présent. Elles ont dû donc fermer leur hotline. Mais pour moi, c'est une question dont il faut qu'on parle aujourd'hui. Et puis, je crois qu'il me reste 3 minutes, donc je vais passer aux angles morts pour moi qu'il y a sur ce texte et dont je voudrais qu'on parle également. Le premier angle mort, effectivement, c'est pour moi de parler de la totalité des écarts de salaire. J'ai vu que le propos était très axé sur ces 9% qui sont effectivement les plus révoltants, puisque ces 9% relèvent de la discrimination pure. Mais quid des 25 ou 24,8% qui subsistent entre les femmes et les hommes, liés à l'orientation genrée dès le plus jeune âge, liés à la non-mixité du coup des filières, liés aux stéréotypes de genre, enfin, etc. Ça, pour moi, il ne peut pas y avoir de bataille sur l'égalité professionnelle sans un volet plus global sur comment on lutte contre ces problématiques de ségrégation par le genre des métiers. Il y a également le sujet, quand même, il me semble, des TPE et des PME, puisque le texte aborde beaucoup la question des grands groupes, et je comprends bien pourquoi. Évidemment, c'est là où c'est sans doute le plus simple à mettre en œuvre et à contrôler pour des raisons de taille et des raisons financières et économiques aussi. Néanmoins, on sait que les femmes sont très nombreuses à travailler dans des TPE et des PME, et que ce sont des endroits où, en plus, les syndicats et la médecine du travail ne sont pas présentes physiquement pour des raisons évidentes, et donc où les femmes sont ont peu de ressources pour défendre leurs droits, pour les protéger, etc. Donc pour moi, la question de comment on traite les femmes qui travaillent dans les petites entreprises, c'est une question aussi assez essentielle. Et puis, dernier point, c'est la question bien sûr des temps de vie, qui va un peu avec celle du partage des tâches et du coup des stéréotypes. C'est bien sûr la question de l'équilibre des temps de vie pour les femmes, le fait que les femmes assurent encore 80% des tâches ménagères. Et on ne peut pas parler d'égalité professionnelle sans parler de ça. En fait, c'est très compliqué.
et sans évoquer les changements culturels profonds qui sont nécessaires. De même, on sait que dans les entreprises et dans le monde du travail, les femmes sont encore trop souvent perçues comme un risque du fait de leur grossesse potentielle. Et de la parentalité qui suit ces grossesses, alors qu'à ma connaissance, les pères deviennent autant pères que les mères, et donc sont aussi responsables de ces questions de parentalité. Donc pour moi, il y a un enjeu qui est celui de repenser le congé paternité et de faire en sorte le prolonger, éventuellement le rendre obligatoire. C'est des choses qu'on devrait discuter, je pense, pour que les femmes ne soient pas perçues comme un risque dès lors qu'elles ont des enfants ou qu'elles projettent d'en avoir. Cette réduction des écarts de perception entre la parentalité pour les femmes et pour les hommes permettrait très certainement de réduire les écarts en termes d'égalité professionnelle salariale. Je vous remercie. Merci, Madame Aliguer. Je vais donner la parole à Madame Trotsiansky. Vous êtes présidente et cofondatrice du laboratoire de l'égalité. Donc, à ce titre, je vous remercie de nous faire l'honneur d'être là aussi aujourd'hui. Bien, je vous laisse la parole tout de suite et pour une dizaine de minutes aussi. Et puis ensuite. Alors, ce qu'on va faire avec Lucille Pétavin, c'est de se répartir un peu les choses. Donc, moi, je vais essayer rapidement de vous répondre aux 4 questions principales. La première sur la page, et ensuite, on fera un focus. Donc, Lucille fera un focus sur les aspects d'apprentissage et de formation professionnelle. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que l'égalité femmes-hommes au travail, c'est de cette manière-là qu'il faut qu'on puisse réfléchir en France. Et donc, c'est beaucoup plus large que l'égalité salariale et plus large que l'égalité professionnelle. Donc ça, c'est un point très important, c'est le sens du travail qu'on mène au laboratoire de l'égalité, c'est-à-dire globalement tout ce qui se passe avant, et je parlerai de parité, de mixité, tout ce qui se passe pendant, on a commencé à parler d'égalité professionnelle et les écarts de salaire, les congés de maternité, de parentalité et de paternité, mais aussi évidemment tout ce qui se passe après, c'est-à-dire les conséquences sur les retraites et évidemment dans une logique un peu et un raisonnement plus global, une lutte contre les stéréotypes sexistes et tout ce qui est lié à la communication et l'éducation à l'égalité. Alors, par rapport à ce projet, au laboratoire de l'égalité, on est convaincu qu'on est en train de franchir une étape, qui a une étape importante, parce que globalement, on est en train de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Donc, pour nous, c'est un point qui est majeur. Et évidemment, on commence par ce qui paraît de la responsabilité des entreprises et ce qui paraît le plus injuste, c'est 6 à 8 à 10% dont on parle, mais il faut effectivement, comme les collègues l'ont dit, aller beaucoup plus loin et avoir une vision d'ensemble par rapport à ces 25 ou 27% dont on parle depuis de nombreuses années. Nous, on a fait une proposition qui va beaucoup plus loin que le sujet qu'on aborde, donc je le dirai très rapidement, et je reviendrai sur les sujets qui nous préoccupent, mais un des projets qu'on porte, c'est de proposer, dans le cadre de la réforme de la Constitution, de changer l'article 1er de la Constitution de manière à aller vers une loi qui favorise l'égalité, c'est ce qui est actuellement, à une loi qui garantisse l'égalité entre les femmes et les hommes. On a une vidéo qui est assez pédagogique et qui explique tout ça, qu'on vous transmettra. Et pour nous, c'est évidemment très très important de pouvoir, que ça soit dans le cadre de cette grande cause nationale du mandat présidentiel. Si on vient au sujet de l'égalité femmes-hommes au travail, il faudrait effectivement aller plus loin que ce qui est proposé, parce qu'on doit effectivement
aller vers la réduction du temps partiel. Donc ça, c'est un point vraiment très, très important. Il faudrait voir comment on peut effectivement y travailler à plusieurs pour les femmes et en tout cas faire en sorte aussi que dans les entreprises, quand on est à temps partiel, on puisse proposer du temps complet et qu'on voit ce que ça donne aussi, ce que ça génère comme difficulté d'être à temps partiel pour les retraites et pour la vie d'un point de vue financier pour les femmes. On a abordé la mixité des métiers, c'est un point très, 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 très important, je ne développerai pas. La répartition des tâches ménagères qui a été aussi évoquée. Et puis un point sur la parentalité que l'on considère vraiment de manière très large, qu'on n'entend quand même pas beaucoup en ce moment et qui est quand même un point très important, qui est un point de condition d'égalité entre les femmes et les hommes, qui sont les modes de garde. Et ça, je crois que c'est un point qu'on n'entend pas beaucoup. Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, enfin, on va suivre vos débats à l'Assemblée nationale, mais on a l'impression que, pour l'instant, personne n'est contre, en fait, vos propositions. Donc, on va voir effectivement comment c'est discuté, mais notre inquiétude, c'est dans la mise en œuvre. Et c'est là que ça va être difficile parce que la volonté de faire bouger les choses dans les entreprises, on l'a vu, il y a eu des exemples qui ont été donnés, mais on voit qu'il y a une majorité d'entreprises qui n'ont pas, comment dirais-je, élaboré de rapport de situation comparée, alors que c'est prévu dans la loi Génisson depuis quelques années, et on n'a pas vu ni de grève ni de manifestation par les syndicats sur un point qui est très, très, très important. Donc pour nous, c'est ce logiciel qui va être mis en place. Alors, nous, on travaille avec un certain nombre d'entreprises qui ont mis en place déjà ces outils de rattrapage des salaires. Alors, il faut évidemment, parce qu'on va passer, là, ce que vous proposez, à une généralisation, qu'on voit de manière très précise quels sont les critères objectifs qu'il est important de partager de manière à ce que on puisse, au niveau de chaque entreprise, voir et comprendre comment ça va se passer, et puis aussi pour qu'on ait des éléments de comparaison entre les entreprises. Et ça me semble très important. Et puis, il faut, comme encore une fois, un certain nombre d'entreprises ont commencé à le faire, avoir des enveloppes dédiées pour pouvoir réaliser comment dirais-je, ce rattrapage de salaire. Les référentes égalité dans les entreprises, il est vraiment très important qu'elles puissent être et qu'ils puissent être formés, puisque il faut que ce soit des hommes et des femmes, évidemment, et au laboratoire de l'égalité et avec d'autres associations, je pense qu'on peut être évidemment mis à contribution pour sensibiliser ces référents et référentes égalité dans les entreprises. Ce qui est très important, c'est effectivement qu'on ait des plans d'action dans les entreprises et que ça soit des plans d'action opérationnels et pas simplement intentionnels. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le passage de l'obligation de moyens à résultat, il faut aussi que dans les entreprises, ça soit concret et il faut donc qu'il y ait un travail de manière globale au niveau national, et ça doit passer sûrement par le Conseil supérieur à l'égalité professionnelle, de plans de route partagés entre les organisations syndicales et patronales, et dans chaque branche et dans les entreprises, pareil, une mobilisation des organisations syndicales et patronales pour qu'ils travaillent ensemble sur ces sujets. Sur l'article 62, je ne vais pas m'étendre, je crois qu'il y a un travail important à construire sur les violences, et il y a un appel à projet de Muriel Pénicaud et de Marlène Schiappa sur les violences en entreprise. Donc nous, on va apporter notre contribution là-dessus, de manière à savoir, de manière très, très précise, comment on fait dans les entreprises face au sujet des violences. Il y a un certain nombre de spécialistes sur les violences conjugales, sur le harcèlement dans la rue, etc. Mais en entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe quand une femme arrive et qu'elle a des bleus sur le visage et qu'elle a dit 3 fois qu'elle était tombée de l'escalier? Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises pour cette femme? Comment elle est accueillie? Comment ça se passe avec les assistantes sociales, avec les infirmières, avec le CHRS qui peut, comment dirais-je, aussi avoir un rôle déterminant, le CHRS ou les structures qui vont évoluer?
comment l'entreprise prend en charge ces violences, quelles sont les informations qu'ont l'ensemble du personnel social, médical. Et on a, pour répondre à une des questions sur les PME, TPE, on a réalisé avec un travail qu'on a fait depuis 2 ans avec le ministère du Travail et Service des droits des femmes, un guide sur les PME, TPE, qui est sur les sites des ministères et qui peut être effectivement un outil utilisé par les PME et les TPE pour avancer sur ces sujets d'égalité. Et par rapport au temps de vie, ce que je voulais vous informer, au-delà du laboratoire de l'égalité, c'est que je suis conseillère au CESE, Conseil économique et social et environnemental, et je suis membre de la délégation droits des femmes, et on est en train de travailler sur une étude et un avis sur le temps des vies qu'on va remettre dans quelques mois et qui va permettre effectivement de continuer à nourrir la réflexion et les actions et les propositions d'action sur ce sujet. Lucille, à toi sur formation professionnelle et apprentissage, s'il te plaît. Merci. Donc, je suis membre du comité d'orientation du laboratoire de l'égalité. Et donc, je vais vous parler plus particulièrement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Fort du constat d'un déséquilibre en défaveur des femmes concernant l'accès à la formation et à l'apprentissage, nous avons produit 22 propositions très concrètes au sein du laboratoire de l'égalité afin de remédier à cette situation dans le cadre de l'élaboration du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Concernant la formation professionnelle tout d'abord, l'égalité d'accès n'est qu'apparente, puisque si autant d'hommes que de femmes en bénéficient, il y a d'importants écarts entre les sexes selon les catégories socio-professionnelles. Par exemple, 29% des ouvrières y ont eu recours, contre 45% pour les ouvriers. Au total, pour toute catégorie socio-professionnelle confondue, l'espérance de formation annuelle est de 20% pour les hommes, contre seulement 20 heures pour les hommes, contre seulement 12 heures pour les femmes. Ces dernières se dirigent également vers des formations moins qualifiantes. Aussi, nous proposons, lors des entretiens individuels en entreprise, que les questions d'égalité soient prises en compte dans le point relatif à la formation. Par exemple, devront être proposées aux femmes des formations dans les métiers valorisés et encore trop souvent réservés aux hommes, tels que les métiers du numérique, par exemple. Dans les organismes régionaux, appelés à assurer le conseil en évolution professionnelle, les personnels seront formés pour obtenir des choix de formation égalitaires et éclairés. Et il faut être particulièrement attentif sur ce point dans les TPE-PME qui, eux, ne bénéficient pas de DRH. Utiliser les occasions de reconversion professionnelle pour orienter par la formation les hommes et les femmes vers les métiers non mixtes en concertation avec les besoins des branches, de Pôle emploi et des entreprises. Développer des programmes égalité chez les futurs opérateurs de compétences pour imposer la mixité dans toutes les formations. Par exemple, proposer une incitation financière aux organismes formateurs en fonction de l'atteinte des objectifs de mixité. Enfin, les entreprises doivent veiller à intégrer la question de l'égalité femmes-hommes dans les formations destinées aux directeurs des ressources humaines, managers et chefs d'entreprise. Également, les responsabilités familiales et domestiques, qui sont encore assumées à 80% par les femmes, comme nous l'avons dit, constituent pour elles une véritable entrave dans l'accession à la formation. Les femmes constituent également la majorité des publics éloignés de l'emploi. Elles représentent par exemple 55% des bénéficiaires des minima sociaux. Aussi, le laboratoire de l'égalité propose d'accorder une aide financière pour la garde d'enfants aux familles monoparentales lorsque la formation se fait en dehors des heures de travail. Il faut donc que la formation soit un véritable levier pour permettre aux femmes éloignées de l'emploi de se réinsérer sur le marché du travail. Concernant l'apprentissage maintenant, nous avons là aussi fait le constat d'un fort déséquilibre en défaveur des filles. Elles ne représentent qu'un tiers du total des apprentis
et les filières sont fortement sexuées. Aussi, le laboratoire de l'égalité propose de systématiser l'intervention de femmes dans les filières scientifiques et techniques et d'hommes dans les filières majoritairement suivies par les femmes. Cette règle devra notamment être appliquée lors des journées d'information relatives à l'apprentissage dans les classes de 3e et de 4e. Enfin, il faut agir sur la mixité femmes-hommes au sein des filières d'apprentissage. En effet, les filles ne sont que 10% à être apprenties de la production, contre 67% dans les services. Pour remédier à cela, nous proposons de travailler sur les conditions d'accueil des élèves en minorité de leur sexe, par exemple dans les centres de formation, de permettre aux garçons et aux filles d'accéder à un vestiaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Et enfin, de communiquer sur l'illégalité du refus d'un contrat sur la base du sexe auprès des personnes qui emploient les apprentis, et sensibiliser tous les encadrants à la mixité, à l'égalité et aux stéréotypes de sexe. Rappelons qu'après un apprentissage, les filles s'insèrent moins bien sur le marché du travail que les garçons, à la fois dans les services, mais surtout dans les métiers de la production. L'application de la loi relative à la non-discrimination à l'embauche fait donc toujours question sur le marché du travail. Voilà, je vous remercie. Vous trouverez toutes les propositions, donc nos 22 propositions, dans le document 6 juin. Et on l'a envoyé par mail également. Très bien. Je vous remercie beaucoup de cet éclairage et de ces 22 propositions. C'est vrai qu'elles recoupent beaucoup, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, nos travaux et vraiment ce désir que l'on a. Vous parliez d'orientation en classe de 4e, 3e, et de cette évaluation égale et égalitaire que nous devons avoir entre les garçons et les filles et les garçons. Et je crois que là, vous êtes, en tout cas sur la délégation, cette délégation est vraiment très attentive à ça, et c'est qu'il y a vraiment des efforts à faire là-dessus. Et vous êtes là pour enrichir le débat, et je vous en remercie. Donc, je voudrais vous revenir sur un enjeu que vous avez abordé, c'est celui de l'information des entreprises, et ce droit applicable est encore trop souvent méconnu. Je crois que c'est vous, madame, qui en avez parlé. Pourtant, il y a de très nombreux guides qui existent, mais ils sont toujours peu connus, peu partagés. Et de votre point de vue, quels sont les outils à mettre en place pour améliorer vraiment ce point, c'est-à-dire ce point d'information, et qui est à nos yeux important en tout cas. En fait, moi j'ai participé ces dernières années à des réunions qui étaient animées par la ministre des droits des femmes ces dernières années. Et il y a un réseau en fait d'entreprises. Alors je parle des entreprises du CAC 40 ou du SBF 120, puisque c'est ces entreprises-là qui participent au baromètre. Et on sait que dans le cadre de ce baromètre, classer les entreprises de 1 à 120 en fonction de 3 critères. Au-delà du fait que ces 3 critères pourraient être, de mon point de vue, réfléchis, parce que ce baromètre, il est en fait fonction 1 des femmes dans les conseils d'administration. Ça a quand même pas mal évolué avec la loi Copé-Zimmermann. 2, le fait d'avoir ou pas des réseaux de femmes ou des réseaux mixtes dans les entreprises. Et puis un 3e critère par rapport au salaire. Je pense que ce baromètre, il pourrait vraiment évoluer. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'associations et de structures qui réfléchissent actuellement. En tout cas, ces réseaux, ces réunions d'animation avec les ministres ou l'administration des droits des femmes sur l'égalité professionnelle, et avec, comment dirais-je,
la ministre du Travail, pour moi, serait vraiment quelque chose d'important. Et régulièrement, parce que ça permet à la fois que chaque entreprise communique sur ses bonnes pratiques, que les entreprises avancent et qui se challenge un peu par rapport à l'ensemble de ces sujets, à la fois des discussions générales et puis à la fois des discussions thématiques. Ça, c'est pour les entreprises du SBF 120, mais c'est sur lesquelles, effectivement, il y a beaucoup de choses déjà qui avancent. Et cet outil, encore une fois, ce logiciel sur les écarts de salaire, qui va être mis en place, j'espère, en 2019 pour tout le monde, il va falloir qu'on travaille là-dessus, qu'on suive pendant 3 ans avant de sanctionner en fait les entreprises pour les aider, les accompagner. Je pense qu'il y a quelque chose à organiser de ce point de vue-là. Après, peut-être sur la base de ce qu'on a fait avec le ministère du Travail et le ministère des Droits des Femmes, ce guide PME-TPE, voir pour ces plus petites entreprises quels sont les besoins, faire partager ce guide qui existe. Il est effectivement sur les sites internet, il y a un certain nombre de PME, TPE, mais peut-être plus le faire partager parce que je pense que toutes les PME, TPE ne le connaissent pas. Comment dirais-je, et que les PME, TPE, avec les structures, je ne sais pas, hein, ça peut être les chambres de commerce, la CGPME, enfin bon, il y a un certain nombre de structures aussi, d'organisations patronales avec lesquelles on peut aussi travailler dans les entreprises, de manière à que les PME, TPE puissent avancer avec, encore une fois, leurs moyens et leurs contraintes et leurs difficultés qui leur sont propres. Il ne faut pas les négliger. Mais encore une fois, ce guide, il est intéressant parce que c'est un guide qui, sans obligation aucune, permet, sur des sujets qu'on a envie de choisir, d'avoir une feuille de route et juste de cocher. On a envie de travailler sur le recrutement et de se dire on a envie d'améliorer ça, eh bien, on a la checklist et on peut avoir l'ensemble des points. On veut avancer sur une communication non sexiste dans son entreprise, on a également les éléments. Donc, je pense que on a des choses à faire au niveau de l'information, mais du travail, en fait, avec le ministère du Travail et avec l'ensemble de ces entreprises pour avancer. Je pense que dans ces réunions de travail, de partage, de suivi, on pourrait effectivement avancer. Et il y a, je pense, en plus des entreprises qui auront ce souhait, cette envie, effectivement, de communiquer avec les autres et de ce partage. Et je pense que ça manque un peu. Merci. Nous recevons la semaine prochaine d'ailleurs les grandes entreprises sous ce label égalité hommes-femmes et elles vont nous entretenir de toute l'évolution qu'elles peuvent mettre en œuvre. Je laisse la parole à Madame la députée Battistel qui souhaite vous poser une question. Oui, merci Monsieur le rapporteur. Je voulais tout d'abord, mesdames, vous remercier à la fois pour vos témoignages et votre travail pour nous présenter ces 22 propositions. Il est vrai qu'on constate chaque jour que ce que vous nous relayez est évidemment très présent dans la société. Je crois qu'il est vraiment temps de passer d'une volonté de faire à une obligation de faire comme vous le disiez. Les exemples sont nombreux, ici même dans cette maison, hein, puisque si je peux me permettre de relater une petite aventure qui m'est arrivée à ce sujet sous le mandat précédent. J'avais été proposée pour conduire une mission sur l'hydroélectricité, qui est un sujet qui me passionne, mais au-delà de ça, vous savez que quand on est proposé pour être un rapporteur au président d'une mission d'information, c'est validé par un vote. Le choix est validé de la personne n'est pas validé par un vote auprès de la commission qui est en charge de ces sujets. Donc le vote est totalement unanime pour que j'en sois désignée. Mais à la sortie de la commission, quelques collègues masculins sont venus me voir en me disant « Mais tu es vraiment sûre, Marie-Noëlle, parce que c'est un sujet éminemment technique. » Voilà, donc je leur ai répondu que c'était justement pour cela que ça m'avait intéressée. Mais c'est voilà, donc c'est un peu aussi notre quotidien, même si ça s'améliore, comme dans la société d'ailleurs, sur un certain nombre de domaines. Mais voilà, c'est quand même
Donc, je crois vraiment qu'il faut s'attaquer sur tous les fronts, hein, l'école, l'apprentissage, le milieu professionnel, pour arriver à faire évoluer la société tout entière, parce que c'est vraiment quand même un vrai sujet de société. Donc, au-delà des questions que j'avais à poser, monsieur le rapporteur, c'était à la fois saluer le travail qui va nous être aussi très utile pour alimenter les futurs débats et faire avancer tout cela, et puis apporter un petit témoignage, un petit clin d'œil, si je peux me permettre. Merci. Bien, Madame Bricard. Je voudrais dire que on a oublié qu'on avait quelque chose d'assez extraordinaire il y a quelques années, qui s'appelle le rapport de situation comparée. Qu'on ne peut que regretter sa disparition. On sait quand, on sait par qui, on ne va pas revenir là-dessus. D'autant plus que aussi bien le monde privé que le monde public en disposaient. Donc, pour une fois, on avait un alignement des planètes magnifique, parce que n'oublions pas que quand on parle des femmes, 50% de l'humanité, c'est aussi bien le monde privé que le monde public. Parce qu'à chaque fois, on oublie que les lois, elles s'appliquent dans le monde privé, elles ne s'appliquent pas nécessairement dans le monde public. Donc, j'ai travaillé, je le dis personnellement, dans le cadre de la parité dans les conseils d'administration, la loi Copé-Zimmermann, Madame Zimmermann. On est allé voir de suite à l'époque, puisque 2011, Madame Zimmermann, et 2012, on a travaillé pour qu'il y ait une loi, justement, dans la parité, au niveau de la parité, au niveau des EPIC, au niveau des EPA, pour que ça fonctionne aussi dans le monde public. Donc l'égalité salariale, elle doit aussi passer au niveau du monde public. Mais pour revenir sur ce bilan, ce rapport de situation comparée, c'est vrai qu'il y a une absence totale aujourd'hui au niveau de l'analyse des données qui nous aurait permis, si on l'avait conservé, d'avoir une vision beaucoup plus objective aujourd'hui. Alors on l'a remplacée par une base économique et sociale, on nous en parle beaucoup, donc je suis allée la voir au niveau des accords collectifs. Il faut quand même savoir qu'elle est toujours anonyme. Quand on dépose ces accords, aujourd'hui, les entreprises n'ont pas l'obligation de se profiler. Donc, ça sera une obligation, si je ne fais pas l'erreur, vous me pardonnerez, il faudra le vérifier, qui devrait être applicable au 1er janvier 2019 ou 2020. Hein, j'ai un doute. Je crois que c'est 19. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? Un point essentiel, par exemple, au niveau de ce qu'on a appelé le retour de maternité. Et de dire, parce qu'il y a une loi qui le dit, donc ça s'applique une loi, et de dire qu'il faut, au moment du retour de maternité, qu'il y ait justement la possibilité pour la femme de ne pas être pénalisée par ce retour de maternité au niveau de sa rémunération, de tenir compte des rémunérations qu'on puisse se faire durant son absence. Tout ça, ça a été mis dans des accords collectifs, ça a été précisé comme ça dans la loi, mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui par les différents centres d'études qui ont fait un point? C'est qu'il y a toujours un écart de 25% qui continue à se faire jusqu'aux retraites, puisqu'il faut quand même aller jusqu'aux retraites, et constater qu'on a une pénalisation qui est égale à 40% dans les retraites. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé, nous, le réseau BPW? On a dit qu'il suffirait d'un seul point, qui est rien, mais qui est pragmatique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un retour de congé de maternité, il y a un courrier qui est fait à la femme qui revient, en lui annonçant son salaire actuel, le salaire recalculé avec les augmentations, et qui lui permettent du coup de bénéficier d'une rémunération comme les autres. C'est un simple courrier qu'on demande. Et uniquement, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que quand on passe d'un rapport de situation comparée à une base économique sociale qu'on connaît, alors qu'il n'y a pas encore, au niveau des accords collectifs, la possibilité d'identifier les entreprises, les femmes continuent à être pénalisées pour leur retour de congé maternité. J'ai pris que cet exemple, mais il y en a d'autres. Mais celui qui aujourd'hui attire les regards de tous, c'est bien comment on résorbe ces inégalités, justement au moment du retour de congé maternité, qu'on puisse envoyer ce courrier et que dans ce courrier, systématiquement, on dise voilà votre rémunération actuelle, voilà ce qu'elle serait avec les rémunérations individuelles ou globales qu'on connaît dans les entreprises, et voilà de quoi vous disposez. Voilà ce que je voudrais dire, et voilà comment on a été pénalisé pendant ces 3 dernières années. Donc j'aimerais imaginer que quelque chose de simple se fasse. Merci, monsieur le rapporteur. Eh bien voilà, un enrichissement. Sur l'indicateur prévu par le projet de loi, pensez-vous vraiment qu'il faille le rendre obligatoire et publié, comme sur le modèle britannique évoqué par Madame Alibert, par exemple? Madame Alibert, d'ailleurs, au sujet du
de ce qui se passe sur le Royaume-Uni, il y a une chose tout de même, c'est qu'on prend le salaire moyen. Ici, on va affiner bien davantage ce projet-là, parce qu'en prenant le salaire moyen, on oublie beaucoup de choses et on arrive à faire dire à un chiffre, finalement, quelque chose qui est partiellement inexact. Donc, on prendra en compte 3 voire 4 critères qui sont déjà dans le monde du travail. Et je crois qu'en cela, la loi qui se profile est beaucoup plus avantageuse et en tout cas beaucoup plus précise au niveau français. Mais je reviens sur cet indicateur prévu et sur la nécessité absolue de l'intégrer. Oui, sur cet indicateur unique, effectivement, pour moi, c'est plutôt un outil de communication et de transparence à destination du grand public qu'un outil de fond à destination des expertes et des experts. En effet, ce n'est pas un chiffre très complet. Je trouve qu'il a le mérite de visibiliser cette question-là, ce dont on a besoin. Si je peux revenir sur ce qu'a dit Madame Bricard sur le rapport de situation comparée, je ne peux que déplorer moi aussi sa disparition, en tout cas sa refonte dans d'autres outils. Pour moi, ça rejoint la question d'avoir un dialogue social dédié et des outils dédiés à cette question de l'égalité professionnelle. Aujourd'hui, les négociations sur l'égalité professionnelle sont souvent noyées avec d'autres thèmes, de même que les rapports qui portent sur ces questions-là sont noyés dans des rapports plus importants. Et pour nous, il semble que ce soit essentiel qu'elle fasse l'objet, l'égalité professionnelle et l'égalité entre les femmes et les hommes, de négociations spécifiques. Et autre point sur le dialogue social à ce sujet, pour le moment, le dialogue social sur l'égalité professionnelle n'intègre pas ou peu la question des violences. On l'a vu, pour nous, c'est indispensable puisque cette question des violences, elle définit le positionnement des femmes aussi dans le monde du travail. Et à ce sujet, je voulais évoquer une opportunité qu'il va y avoir au niveau international d'intégrer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, puisque à l'OIT, le 28 mai prochain, va être discutée la possibilité d'adopter une convention internationale contre les violences et le harcèlement au travail. Et donc Jump a signé une tribune à l'initiative de l'association de l'ONG CARE pour demander à la France de soutenir cette convention internationale et cette nouvelle norme qui permettrait, a fortiori dans des pays où la situation est bien pire qu'ici, d'intégrer la question de la lutte contre les violences aux questions de droit du travail et de la négociation salariale. Et puis si je peux réagir un petit peu à retardement sur la question de l'accès à l'information sur tout ce qui existe en matière, vous l'avez dit, il existe des dizaines de guides, de supports d'information sur l'égalité femmes-hommes dans le contexte professionnel. C'est vrai qu'il est compliqué de faire connaître ces outils. C'est pourquoi nous, on plaide pour la formation, en fait, la formation en présentiel ou par Internet, mais en tout cas des vrais dispositifs de formation interactifs. Aujourd'hui, on ne laisse pas quelqu'un conduire sans permis de conduire, on ne laisse pas un électricien travailler sans habilitation électrique. Je ne vois pas pourquoi on pourrait travailler en entreprise sans avoir été formé à ne pas véhiculer des stéréotypes, à ne pas agresser ses collègues femmes, à ne pas les harceler. Donc pour moi, il devrait y avoir à l'entrée dans la vie active et à chaque changement de poste, 1 heure de formation obligatoire sur que sont les stéréotypes de genre, qu'est-ce que ça a comme impact sur les femmes, sur les hommes, sur la vie économique, sur la vie des entreprises, sur l'environnement de travail. Il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à former les gens là-dessus. On a vu à la suite de MeToo, le nombre de gens qui ont dit qu'on ne pourrait plus rien dire et plus rien faire à la machine à café, pas même les petites blagues sexistes habituelles. Eh bien non, on ne peut pas, il faut expliquer pourquoi. Donc voilà, cette idée de former plus que mettre à disposition des outils, ça nous semble peut-être plus cher, mais plus efficace. Je partage, tout à fait. Nous partageons, je crois que nous sommes nombreux à partager cette idée que la formation est tout à fait nécessaire et plus que nécessaire, même indispensable. Madame la députée Batistelle, si vous voulez bien. Oui, c'est simplement une petite précision. Vous évoquiez une tribune sur la démarche européenne. Qui peut en être signataire? C'est ouvert à tous ou c'est seulement... Je crois qu'elle a été publiée, que donc elle est close. Elle a été signée par 10 associations à l'initiative de CARE. Ouais, c'était sur le milieu associatif. Très bien, merci.
Madame, vous avez la parole. Juste, peut-être, je pense qu'il faut avoir une attention particulière aux femmes qui sont en situation de précarité. Euh, je pense qu'il faut vraiment tenir les deux bouts, hein. On parle des femmes dans les conseils d'administration, les femmes dans les comités de direction. Je pense qu'il faut pas oublier que les femmes qui sont en situation de précarité. Je ne vais pas faire de grands développements, mais on peut vous faire évidemment des propositions là-dessus. Et puis, ce qui m'intéresse aussi de vous dire aujourd'hui, c'est aussi de regarder celles qui sont en réinsertion professionnelle. Et je crois qu'il ne faut pas oublier justement ces femmes qui, pour des raisons diverses, se sont arrêtées de travailler et qui aspirent à travailler, et les conditions de réinsertion professionnelle. On parlait tout à l'heure des familles monoparentales. Pour nous, c'est vraiment un axe très, très, très important. Et je voulais vraiment ressouligner ce sujet des familles en situation de monoparentalité, qui sont à plus de 80% des femmes, et qui peuvent être dans des situations de précarité, et qui peuvent être dans des situations de réinsertion, et qui ont des difficultés de mode de garde. Enfin, il y a une multiplication de sujets. Et pour ce qui concerne la formation, je crois qu'il faut ne pas oublier l'ensemble des femmes qui conseillent les femmes. C'est-à-dire que je vais dire tous les métiers du care, ou toutes les assistantes sociales, ou toutes les personnes qui sont aussi, comment dirais-je, en maternité, enfin tout le sanitaire et social, parce qu'il y a encore une culture qui fait que globalement, on va conseiller aux femmes de se mettre à temps partiel, de se mettre à 4/5e, non mais rester avec vos enfants, c'est mieux pour les enfants, etc. Je veux dire, ces femmes, elles ont besoin de travailler, et on sait très bien que ce soit pour les hommes et pour les femmes, l'autonomie et l'indépendance passent par le travail. Donc, la formation de tout le personnel médico-social et du care, je pense qu'il est indispensable. Chez Pôle emploi, c'est pareil. À Pôle emploi, quand on conseille une personne, il faut la conseiller et avoir en tête que on ne va pas, comment dirais-je, que dire aux femmes qu'elles fassent du ménage, et que les hommes ils soient dans des métiers de sécurité ou d'informatique. Donc, il y a vraiment une formation à la fois en entreprise, mais aussi dans tous ceux et toutes celles qui accompagnent et conseillent les femmes et les hommes en réinsertion professionnelle. Donc, je voulais juste vous dire ça sans trop de développement, parce que je pense que c'est peut-être un point peut-être complémentaire dans la compréhension globale du sujet d'aujourd'hui. Merci. D'ailleurs, je vous précise qu'à 14h30 aujourd'hui, justement, l'association du côté des femmes, nous la recevons, et c'est une association qui s'occupe de ce sujet précis sur la précarisation. Donc, elles sauront nous apporter tout leur éclairage sur ce sujet-là. J'ai une petite question pour vous, Madame Ricard. C'est, en fait, je profite du fait que vous soyez aussi expert comptable, parce que l'expert comptable, on a beaucoup parlé des petites et moyennes entreprises, et l'expert comptable joue un rôle important là-dedans, et va jouer certainement un rôle très très important de formation au niveau de ces... et ne pensez-vous pas que les experts comptables devraient peut-être rentrer dans cette formation-là, qui puisse les amener à éclairer leurs entreprises pour justement arriver à cet éclairage meilleur sur appréhender le sexisme et le harcèlement. On peut y aller là-dessus. Et puis, j'en profite aussi, pardon, mais c'est vrai que l'écart salarial est important sur l'expertise comptable. Je crois qu'on est au-delà de 25%. Et vous l'expliquez comment cet écart salarial important entre les hommes et les femmes. Je crois que vous êtes à 31% d'après le rapport de la DARES. Voilà. Et comment y remédier? Parce que j'imagine qu'en tant que femme, en plus, vous avez précisément un sujet là.
Merci. Pour la première question, qui est donc la formation, oui, il faut que tout un chacun et chacune puisse y participer. La profession d'expert comptable, vous avez raison en premier, puisque on assure aujourd'hui pour les établissements de fiches de paye et les missions sociales, on a justement à peu près 70% de notre profession inscrite dans l'établissement des fiches de paye et donc dans les déclarations sociales, puisque quand on fait fiche de paye, il y a déclaration sociale. Donc oui, il faut une formation dans notre profession. Elle est essentielle puisqu'elle rentre dans ce grand enjeu qu'on souhaite, qui est l'enjeu de l'égalité salariale. Donc je pense que c'est essentiel. Sur le deuxième point, dans notre profession d'expert comptable, on a les experts comptables libéraux qui sont inscrits à leur compte, qui ont une entreprise et où, du coup, je prends mon exemple, je suis avec une femme associée et donc c'est nous qui décidons de nos rémunérations. Donc dès lors que c'est nous qui avons en main notre destin, nous savons tout à fait le maîtriser et de ne pas se mettre en dessous des niveaux qu'on pourrait imaginer. Donc ça, je crois qu'il faut bien distinguer dans notre profession la partie dite libérale. C'est encore plus percutant pour nous, les experts comptables, que les femmes avocates. Je regardais justement pour les femmes avocates qui sont à leur compte. Souvent, elles ont beaucoup de mal à parler d'argent. Et donc, du coup, ça explique des rémunérations, quand on est inscrit en libéral, différentes pour les avocates que les avocats. Ce n'est pas du tout le cas pour les experts comptables qui savent parler d'argent et qui savent du coup s'estimer, les femmes, au niveau de leur valeur, tant valeur revenu que valeur capitale, parce que je fais bien la distinction des deux. Ce qui se passe par contre sur l'écart que vous avez donc présenté de 31%, c'est qu'on a donc des salariés et que du coup, on a des petites mains. Et ce sont au niveau justement des petits coefficients dans notre convention collective qu'on retrouve des positions où les femmes sont à 31% d'écart vis-à-vis des hommes. Nous faisons en sorte aujourd'hui, tous ensemble, de résorber ce point. Dès lors qu'on s'élève dans la convention collective et qu'on arrive à chef de mission, directeur ou directrice de mission, on a beaucoup moins ces écarts. Après, les écarts, on les a sur les fameux 24-8, parce qu'on a toujours les retours de congés de maternité. Et on oublie un point sur lequel, avec un certain nombre d'écoles, on travaille, que ce soit avec les SEC, par exemple, ce qui est comment les femmes négocient leur premier emploi, comment les femmes parlent d'elles-mêmes dans ce qui est ce que je vaux. Et donc, ces écoles, aujourd'hui, il faut qu'on les mobilise, mais elles se sont mobilisées. Et je pense aux universités aussi, parce qu'il ne faut pas penser qu'aux écoles, il faut penser aux universités, faire en sorte que les femmes se préparent à la négociation salariale. Et ça doit se faire de façon obligatoire dans les formations qu'on doit présenter à la sortie pour rentrer dans le monde du travail, parce que c'est là où il y a des plafonds verts, parce qu'il y a une absence de prise de connaissance de ce qu'on est en tant que négociation. Donc ça, c'est une mise à niveau à faire obligatoire. Je vous remercie. Écoutez, il n'y a que des femmes qui sont reçues ce matin. Donc, ça me permet de mettre tout au féminin. Et j'en suis ravi. Donc, je vous remercie, mesdames, pour la richesse vraiment et sincère de ces échanges qui vont évidemment nourrir notre réflexion, nos débats. Je veux particulièrement saluer votre engagement au quotidien. Et c'est un engagement en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en général en faveur de l'égalité tout court. Donc, votre souci constant de pédagogie en la matière est vraiment, vraiment à saluer. Merci. Nous allons conclure cette audition là-dessus. Je vous remercie aussi, mes chers collègues, ma chère collègue. À bientôt.